Bien. Alors, chers étudiants, on m'entend pas. Je pense pas que ça fonctionne. Si. Ah oui. D'accord, il a du son, parce que c'est pas très fort. Ok. Chers étudiants, mesdames, messieurs, donc bienvenue dans ce cycle de conférences sur les nouveaux métiers de l'avocat, qui est organisé donc dans le cadre du cours de théorie du droit, dont le programme a été préparé au sein du Centre Perelman de philosophie du droit, notamment par Grégory Lefkovitch et Pauline Bégas, que vous allez entendre dans un instant, ainsi que par Arnaud Van Wouwenberg, qui interviendra plus tard dans le séminaire. Ce cycle est organisé, et c'est bien normal vu son thème, mais nous nous en réjouissons, en collaboration avec le barreau de Bruxelles, et il est accrédité comme formation permanente par l'OBFG. Alors pourquoi, dans le cadre d'un cours de théorie du droit et d'un centre de philosophie du droit, nous intéresser aux avocats et à leur métier? Je dirais d'abord que ce n'est pas une première, puisque nous avons déjà organisé il y a plusieurs années un colloque qui avait connu d'ailleurs un assez grand succès et qui avait donné lieu à la publication d'ouvrages sur la plaidoirie. On était au cœur là du métier traditionnel de l'avocat et dans un sujet pourtant qui était assez bien délaissé par la littérature scientifique, mais aujourd'hui ce sera de toute autre chose qu'il s'agit. Et pourquoi nous intéresser à l'avocat? Parce que dans l'approche pragmatique du droit qui caractérise l'école de Bruxelles, eh bien, on s'intéresse au droit par la pratique. Le droit n'est finalement rien d'autre que la somme de ces pratiques plutôt que le discours très abstrait que l'on peut tenir sur le système des règles. Et c'est ce qui a poussé l'école de Bruxelles, il y a déjà plus d'un siècle, à s'intéresser, à mettre l'accent sur la manière dont le juge applique effectivement les règles du droit, mais la situation actuelle nous oblige peut-être à faire un pas supplémentaire et à nous intéresser à l'avocat, qui est lui-même, on va dire, véritablement au départ, au plus près de cette pratique du droit. Pourquoi le faire maintenant? Parce que cette profession connaît, et on le verra dans un instant avec nos orateurs d'aujourd'hui, à la faveur de la période de globalisation, de mondialisation que nous vivons, des transformations sans précédent, non seulement dans ses structures, mais dans ses manières de travailler. Et nous allons d'abord, avec beaucoup d'invités, des avocats bien sûr, et aussi des académiques tout à fait spécialisés sur ces questions. On a une très très belle brochette d'invités, si j'ose dire, pendant les semaines qui nous attendent. Eh bien, on va examiner, on va se pencher non plus sur les métiers traditionnels de l'avocat, mais sur un certain nombre de métiers qui sont moins connus quand l'avocat se fait juge, par exemple, c'est l'arbitre, ou quand il se fait, entre guillemets, législateur, notamment à la faveur de la standardisation de certains types d'actes et notamment de contrats, également quand il se fait auditeur, contrôleur et pourquoi pas parfois procureur. Ça peut paraître tout à fait paradoxal, mais on en verra des exemples. Et nous verrons que les transformations qui viennent affectent tous les avocats en réalité, toute la profession, non seulement bien sûr les fameuses global law firms dont nous parlerons en détail dès aujourd'hui et surtout la semaine prochaine, mais jusqu'aux petits cabinets d'avocats militants en passant par toutes les structures et donc l'ensemble des personnes composant cette profession est aujourd'hui affectée. Nous essaierons quant à nous de comprendre dans quelle mesure
les transformations que subissent les avocats sont en réalité susceptibles d'être des transformations de notre droit lui-même. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant avec Grégory Lefkovitch et Pauline Begas, qui vont nous expliquer comment l'avocat est devenu un producteur de droit. Merci Benoît. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bonjour à tous. Alors, l'objet de notre intervention aujourd'hui sera l'avocat producteur de droit. Comme le disait Benoît Friedman, chaque année, le Centre Perelman organise un cycle de conférences sur une question ou un thème choisi en raison de son intérêt pour les recherches que nous menons au centre et également, autant que possible, pour son actualité. Et il s'agit vraiment, ce séminaire est véritablement l'occasion une occasion privilégiée pour expérimenter les rapports et les liens entre, d'une part, la recherche et l'enseignement, bien entendu, et d'autre part, autant que faire se peut, entre le monde académique et celui de la pratique du droit. Alors, nous avons le plaisir de compter parmi nous aujourd'hui, bien sûr, les étudiants du cours de théorie du droit, des collègues, mais également des avocats ou des praticiens du droit, la collaboration avec le barreau de Bruxelles n'y étant pas pour rien. Cette diversité de l'auditoire se reflète également dans le programme, puisque nous aurons, tout aussi bien, comme le disait Benoît Friedman, des académiques et des praticiens du droit, mais aussi des managers qui viendront nous exposer leurs connaissances sur les transformations de la profession d'avocat et sur ces nouveaux métiers. Du point de vue de sa forme, donc, ce cycle de conférences s'inscrit dans la tradition de l'école de Bruxelles, qui a toujours refusé d'isoler la science du droit, et spécialement la philosophie du droit, de sa pratique. Décrivant la pratique de recherche de l'école de Bruxelles, le recteur et ancien directeur du Centre Perelman, Paul Faurier, indiquait qu'elle visait à, au sein d'un groupe sélectionné, par l'exigence, je cite, même de la discipline, à comprendre ce que nous vivons et ce que nous pensons en le vivant, en apportant tous et chacun le patrimoine de nos personnelles méditations fondées sur l'expérience vécue, et que ce cycle de conférences soit ainsi l'occasion d'une recherche et d'un apprentissage collectif serait effectivement une bonne chose. Un tel succès suppose deux éléments. Le premier, ce sera évidemment, et en particulier pour les autres séances, votre participation active, les étudiants ayant pour la plupart, normalement tous, réalisé un travail sur un aspect très particulier des objets qui nous retiendront ici. Et la deuxième chose, c'est sans doute de vous expliquer l'objet de notre enquête, son opportunité et les hypothèses qui ont guidé la construction du programme. Alors, cet exposé se déroulera en 3 temps. Je voudrais d'abord revenir sur l'objet même de notre enquête et sur son opportunité, ce qui reviendra concrètement à examiner et expliquer, peut-être encore plus que ce que Benoît Friedman a pu faire juste en présentation, pourquoi un centre de philosophie du droit décide de consacrer l'intégralité de son cycle de conférences annuel à un sujet qui ne paraît pas être immédiatement d'un intérêt philosophique évident, à savoir les transformations du métier de l'avocat, et en quoi l'étude de ces transformations concrètes rejoint l'intérêt de connaissance d'une théorie pragmatique du droit. Dans un deuxième temps, ce sera la principale partie de l'exposé, nous vous présenterons sur la base de nombreux exemples très concrets comment l'avocat devient au sens propre un producteur de droit en mettant en exergue deux hypothèses fondamentales qui ont guidé notre compréhension du sujet. La première hypothèse est que la profession d'avocat expérimente actuellement un changement de paradigme et se transforme radicalement en passant du modèle de la profession libérale à celui
du prestataire de services juridiques sur un marché globalisé et concurrentiel. La deuxième hypothèse est que cette transformation n'est pas seulement celle d'une profession, mais qu'elle révèle également une transformation en profondeur du droit. Vous démontrez ou vous donnez un aperçu de ces éléments sera l'objet principal de notre exposé d'aujourd'hui. Et nous achèverons notre exposé par quelques interrogations et conclusions très provisoires. Alors pourquoi un centre de philosophie du droit décide-t-il de consacrer son cycle de conférences au nouveau métier de l'avocat? Une telle décision ne va certainement pas de soi, tant il est vrai que l'avocat n'est pas tenu, je suis désolé de le dire, en haute estime dans notre culture moderne en général, et qu'il constitue spécialement dans le champ de la philosophie occidentale la figure même du non-philosophe. Je ne reviendrai pas ici dans le détail sur les représentations assez négatives de la profession que l'iconographie ou la littérature véhiculent depuis bien longtemps. Dans les arts picturaux, on pense évidemment, ici derrière moi, au portrait de l'avocat comme un gros plein de livres, le visage rongé par la vérole, exécuté par Archimboldo en 1566. On peut penser également à cet avocat de village peint par Peter Bruegel le Jeune en 1621, sous les traits d'un vulgaire boutiquier dans son officine. On peut penser encore aux caricatures, bien connues celle-là je crois, d'Honoré Daumier au XIXe siècle, présentant l'avocat comme un bandit lettré, en toge, cherchant à déposséder le justiciable de quelques sous en jouant de sa superbe. Rien de commun ici avec les représentations grandioses du souverain ou du juge auxquelles notre culture moderne est accoutumée. Et je dirais même que dans les œuvres littéraires, la figure de l'avocat n'est pas vraiment mieux lotie, des plaideurs de Racine, en passant par l'inutile maître Hult dans le procès de Kafka, jusqu'à la chute de Camus, où le héros, dévoré par l'amour de soi, Jean-Baptiste Clamence, n'est autre qu'un brillant avocat au barreau de Paris, la représentation de l'avocat demeure celle d'un homme cupide, peu enclin à la vertu de justice ou à la recherche de la vérité. Cette représentation négative de l'avocat trouve peut-être son fondement le plus solide dans les œuvres des philosophes. L'avocat y apparaît comme celui qui manipule les apparences, comme celui qui est animé par l'esprit de chicane. Il est une image repoussoire pour la philosophie politique et juridique. Thomas More, lui-même pourtant avocat du tout Londres, et par ailleurs devenu depuis saint patron des avocats en Grande-Bretagne, excluait radicalement les avocats de sa cité idéale d'utopie, au motif que, vous avez la citation derrière, au motif que ces plaideurs de profession s'évertuent à tordre la loi et à enlever une affaire avec le plus d'adresse. Rendre justice est d'autant plus simple, explique More, qu'il n'y a pas d'avocat qui enseigne aux parties les 1000 impostures de la chicane. La figure de l'avocat occupe toutefois dans le discours des philosophes une fonction bien plus fondamentale encore. L'avocat est le contre-modèle de la recherche de la vérité, de Descartes à Kant. Kant estimant qu'aussi longtemps que chez les Grecs les dialecticiens étaient des avocats et des rhéteurs, la logique et la philosophie n'ont consisté qu'à former certains babillards à la recherche des apparences. Et évidemment, ce souverain mépris philosophique pour les avocats trouve, et vous l'imaginez bien, son origine chez Platon, qui a fait de la conjuration des sophistes, qui pour beaucoup étaient avocats, ou pour utiliser les termes de l'époque, logographes, le moment fondateur de la philosophie occidentale. Le sophiste ou l'avocat, c'est le discours persuasif contre la vision des idées, c'est la ruse contre la raison, le règne des apparences contre celui de la vérité. L'avocat, c'est l'empêcheur de tourner en rond, qui détourne l'expression de la volonté claire du roi philosophe et législateur platonicien par esprit de chicane ou de lucre. Tant et si bien qu'il est à peine toléré dans la cité idéale de Platon, et encore placé sous l'œil vigilant des juges d'élite qui le condamneront éventuellement à mort s'il tente de soustraire l'âme des juges à l'ascendant naturel de la justice par esprit de chicane ou par son excessive passion pour l'argent. Le verdict des plus hautes autorités philosophiques est pour ainsi dire unanime.
Le sophiste et l'avocat sont frères jumeaux. Il n'y a rien à apprendre des sophistes pour ce qui concerne la vérité, comme il n'y a rien à apprendre des avocats pour ce qui concerne le droit. Exit donc les avocats. De manière plus étonnante, la philosophie du droit n'échappe pas à la règle, parlant pudiquement des parties, sans jamais s'intéresser aux avocats qui leur donnent corps, ignorant le plus souvent la perspective spécifique de l'avocat sur le droit, pour se consacrer plus volontiers, disons, à la figure du souverain législateur, qui domine la philosophie du droit du XIXe siècle, ou à la figure du juge, qui a été la figure centrale de la philosophie du droit du XXe siècle. Une tradition philosophique fait toutefois heureusement exception à cette tendance lourde, c'est évidemment celle du pragmatisme juridique. En cherchant à élaborer une philosophie du droit qui s'intéresse plus aux effets qu'aux sources formelles du droit et plus à l'action qu'à la contemplation, le pragmatisme juridique accorde en effet une place significative à la perspective qu'on pourrait dire micro-juridique de l'avocat, l'avocat observant le droit par, quelque part, le petit bout de la lorgnette. Ainsi, lorsque le fondateur du pragmatisme juridique, Oliver Wendell Holmes, dans son texte le plus célèbre, The Path of the Law, 1897, entend couper court au problème de la définition du droit, qui prend si souvent chez les philosophes des proportions métaphysiques, c'est bien cette perspective de l'avocat qu'il mobilise dans sa proposition bien frappée, les prophéties sur ce que feront en fait les tribunaux, sans aucune autre prétention, voilà ce que j'entends par le droit. Certes, cette définition, me direz-vous, part de la perspective de l'avocat, mais conduit en dernière analyse Holmes à mettre le juge au centre de sa réflexion, comme le feront d'autres courants de théorie du droit. C'est exact. Toutefois, au contraire d'autres approches, cette centralité des juges apparaît comme essentiellement conjoncturelle pour l'approche pragmatique du droit. Il se fait simplement qu'en 1897, la perspective micro-juridique de l'avocat sur le droit le conduisait à regarder vers le juge, mais cela pourrait tout aussi bien changer un jour. Cette conception pragmatique du droit, qui a nourri depuis la fin du XIXe siècle la tradition de l'école de Bruxelles, de Guillaume de Greef, en passant par Henri Lepage et Eugène Dupreil, jusqu'à Chaim Perelman, prédisposait au fond philosophiquement le centre Perelman à s'intéresser à l'avocat et à ses nouveaux métiers. Ceux-ci, d'ailleurs, sans trop se préoccuper du procès qui leur est fait à eux comme aux sophistes. Les sophistes et les avocats sont frères, et si Eugène Dupreil a réhabilité les sophistes contre Platon, si Henri Lepage a choisi le camp des sophistes et de leur tendance fondamentale pragmatique, disait-il, qui les condamnait à être la bête noire du philosophe traditionnel, tout comme le positiviste est de nos jours, disait-il, la bête noire du théologien. Si Perelman a réhabilité la rhétorique et l'argumentation, cela fait sans doute beaucoup de sens que le centre Perelman de philosophie du droit s'intéresse spécialement aux avocats et à leurs nouvelles pratiques. Nous pensons que l'étude des nouveaux métiers de l'avocat rejoint l'intérêt de connaissance d'une théorie pragmatique du droit. Nous pensons que cette étude, pour être féconde, ne doit pas se faire dans l'abstrait, sous peine de tomber dans l'attitude de parade du philosophe, contre laquelle nous mettait déjà en garde Eugène Dupreil, mais qu'elle doit se faire de manière empirique et instruite des nécessités de la pratique. C'est dans cette perspective que ce cycle de conférences a été élaboré, et c'est la raison pour laquelle il donnera largement la parole à des praticiens du droit. À ces raisons théoriques, générales et de méthode, pour nous intéresser au nouveau métier de l'avocat, s'ajoutent des motifs plus conjoncturels. Tout semble en effet indiquer que la profession d'avocat est en pleine transformation. L'image d'Épinal de l'avocat pénaliste, en toge, qui reste profondément gravée dans nos esprits et qui continue à faire naître, sans doute, des vocations chez nos étudiants, paraît de plus en plus déconnectée de la réalité d'une partie significative du barreau. Les étudiants en stage qui découvrent les bonheurs de la rédaction de manuels de compliance, alors qu'ils pensaient user leur toge dans les prétoires, nous le disent. Le barreau et les associations professionnelles un peu partout dans le monde s'interrogent avec plus ou moins d'inquiétude sur l'actualité et le futur de la profession. La doctrine spécialisée
évoque cette transformation de manière plus ou moins marquée. Je trouve des articles titres We are all consultants now, The Death of Bicklow, ou le plus connu de tous, The End of Lawyer de Richard Susskind. Or, ce sentiment d'une crise ou d'une transformation sans précédent de la profession d'avocat fait écho à une impression plus générale de crise ou de transformation du droit et des modes de régulation de nos sociétés dans un contexte de mondialisation accélérée. Au Centre Perelman, cette transformation du droit et des modes de régulation, nous leur consacrons une partie significative de nos travaux depuis longtemps, dans le cadre de notre programme de recherche consacré au droit global, où nous étudions comment le droit se transforme dans le cadre de l'émergence d'une société globalisée, sans institutions centralisées de définition et de mise en œuvre du droit. Or, force est de constater de ce point de vue-là que dans ce contexte, les avocats sont en première ligne et, en un sens, largement en avance sur les structures institutionnelles qui règlent les interactions au niveau global. La mondialisation et le développement des nouvelles technologies, ils ont dû faire avec, ils ont dû déployer des trésors d'ingénierie, bricoler des stratégies, des structures et des instruments utiles pour résoudre les problèmes très concrets auxquels ils étaient confrontés. Bref, ils ont dû devenir des producteurs de droit. En ce sens, le pari de ce cycle de conférences est au fond que examiner aujourd'hui ensemble les transformations de la profession d'avocat, c'est peut-être aussi et surtout comprendre un peu mieux les transformations du droit contemporain. De ce point de vue, la philosophie du droit a sans doute beaucoup à apprendre des avocats. Mais quelles sont exactement ces transformations de la profession et comment peut-on les appréhender? C'est ce que va nous expliquer Pauline Begas. Cette transformation de la profession dont parlait mon collègue Grégory Lukovic, ce cycle de conférences entend les appréhender selon une double hypothèse. Dont nous vous donnerons seulement aujourd'hui un aperçu. Premièrement, la profession d'avocat expérimente actuellement un changement de paradigme. Elle passe du modèle de la profession libérale, centrée sur le praticien individuel, artisan du droit, ayant la particularité d'être rémunéré par un honoraire, qui, comme l'indiquait Voltaire, avait pour vertu de l'honorer à la différence du salaire qui offenserait son amour-propre, au modèle de l'avocat comme prestataire de services juridiques sur le marché globalisé et concurrentiel de l'industrie du droit. Deuxièmement, cette transformation n'est pas seulement celle d'une profession, mais elle révèle également une transformation en profondeur de l'industrie du droit et du droit lui-même. L'avocat entre ainsi de plein pied dans le système de l'économie de marché. Il devient un producteur de services et de produits juridiques, voire, comme nous le prétendons, de solutions juridiques standardisées répondant aux besoins d'une société globale en formation à laquelle le droit international public comme privé n'apporte pas toujours les réponses et les instruments juridiques utiles. Ce changement de paradigme de la profession d'avocat procède de causes multiples qui répondent à une certaine logique évolutive. Premièrement, les cabinets ont été contraints de s'adapter aux besoins de leurs clients, désireux de s'engager sur la voie de la mondialisation ou de tirer pleinement profit de cette mondialisation. Deuxièmement, afin de conquérir de nouvelles parts de marché sur ce marché mondial des services juridiques et de financer leur internationalisation, les cabinets vont se livrer à une très grande concurrence visant tantôt à réduire les prix et tantôt à diversifier leurs services et produits. Troisièmement, cette concurrence est d'autant plus féroce qu'elle s'inscrit dans l'esprit du temps, c'est-à-dire dans un contexte marqué par la volonté des régulateurs tant nationaux qu'internationaux de libéraliser le marché des services juridiques afin de stimuler une concurrence libre et non faussée. Transformant l'avocat en un prestataire de services comme un autre,
cette évolution emporte avec elle un changement du fonctionnement interne des cabinets d'avocats qui s'aligne sur les pratiques courantes des acteurs du marché des services. Comme nous le disions, les avocats, et d'abord les avocats d'affaires, ont dû s'adapter aux besoins de leurs clients. Lorsque leurs clients se diversifient leur lieu de production, relocalisent leur activité financière ou plus généralement lorsqu'ils entendent réaliser des opérations internationales, ils demandent conseil à leur avocat. Le barreau d'affaires est ainsi conduit à accompagner ses clients sur le chemin de l'internationalisation. En proposant des solutions juridiques globales et cohérentes entre les différentes juridictions. Les cabinets vont être ainsi appelés à se développer sur le modèle du guichet unique afin de proposer à leurs clients une expertise, des services et des stratégies intégrant une perspective d'ensemble dans la diversité des ordres juridiques. Cette mondialisation des cabinets, qui passe surtout par ce que la littérature anglophone appelle les global hubs, c'est-à-dire les grandes villes significatives de la mondialisation économique et financière, est très perceptible sur la place de Bruxelles, où en quelques années, les grands cabinets belges ont été pris dans différentes stratégies de l'internationalisation. Parmi ces stratégies, on recense tout d'abord la stratégie d'adhésion à un réseau. L'exemple type est bien sûr Liedekerk, qui décida de rejoindre le réseau Lex Mundi, réseau au slogan on ne peut plus évocateur, Lex Mundi, World Ready. On recense aussi la comme The Band, qui décida de fusionner avec Linkletters. Si on regarde l'évolution des cabinets belges, on voit d'une part en avant des cabinets avec un nom bien belge et aujourd'hui des cabinets qui se sont soit mis dans des cabinets internationaux via la logique que je viens de décrire de fusion-acquisition, soit qui se sont internalisés via une adhésion à un réseau. Par ailleurs, ces mêmes clients ont demandé à leurs avocats de développer des compétences stratégiques allant au-delà de la simple connaissance du droit. Les cabinets, dans un premier temps se dit globaux, ont ainsi été amenés à jouer le rôle de centre de calcul des avantages comparatifs des ordres juridiques nationaux pour mettre en place des structures intéressantes sur le plan légal, suivant une logique de subversion du droit international privé par une pratique de forum et law shopping tout azimut. Ces cabinets mettent ainsi en place des structures, parfois déconcertantes, pour maximiser les avantages comparatifs des différents ordres juridiques nationaux. L'exemple type est bien entendu celui de l'optimisation fiscale et des structures transnationales mises au point à cette fin, qui donnent parfois le tournis, comme c'est le cas par exemple pour Google. Cette ingénierie juridique ne s'arrête toutefois pas aux grands groupes internationaux et aux barreaux d'affaires. Elle concerne aujourd'hui également les avocats militants engagés dans la défense des droits de l'homme, qui s'organisent également à l'échelle globale pour nourrir un contentieux international et pour ainsi porter leurs affaires devant leur juge qui leur sera le plus favorable. Cette évolution s'illustre encore en matière de divorce, où les cours et tribunaux anglais connaissent aujourd'hui un succès considérable compte tenu de la protection qu'ils offrent aux épouses. Ça a amené Londres à être qualifiée de capitale mondiale du divorce. Et selon une enquête de 2012, pas moins d'une séparation sur 6 à Londres implique désormais un citoyen étranger. Les avocats ne se limitent évidemment pas à organiser un forum et un law shopping tout azimut. Souvent, ils sont amenés à faire œuvre créative et à mettre au point des véhicules et des instruments nouveaux destinés à réaliser certaines opérations. Ils livrent ainsi, clé en main, des solutions juridiques standardisées, le plus souvent sous la forme de contrats, pour résoudre des problèmes auxquels le droit positif ne pourvoit pas directement. Ils prennent ainsi en charge une fonction quasi législative dans la société globale, si l'on concède au moins que la raréfaction des formes contractuelles disponibles conduit à l'élection d'un seul standard mondial. Nous avons bien affaire à un droit uniforme. En exemple, on pense bien évidemment à l'ISDA Master Agreement, contrat standard en matière de dérivés, utilisé à l'échelle globale et ayant reçu l'appui des différents cabinets globaux qui ont en fait
donné une certaine légitimité à ce contrat ou qui ont permis son utilisation en offrant des legal opinions sur la mise en œuvre de ces contrats dans les différentes juridictions. On pense aussi aux contrats d'emprunt du LMA qui ont été élaborés en collaboration étroite avec les différents cabinets d'avocats globaux. On pense encore tout particulièrement à l'affaire Maxwell et à la créativité des avocats dans cette affaire qui ont dû inventer une solution globale à un problème de droit international des faillites dans le cadre de la première grande affaire de droit international des faillites. Au moment de la mort du magnat Richard Maxwell, les sociétés de ce dernier sont situées un peu partout dans le monde et en particulier en Angleterre et aux États-Unis. En décembre 1991, les administrateurs de Maxwell Communication Corporation déclarent faillite à New York en vertu du Chapter 11. Le jour d'après, la même société demande la désignation d'un administrateur provisoire devant les juridictions londoniennes. Les systèmes anglais et américains sont différents. Alors qu'au Royaume-Uni, des administrateurs doivent être nommés pour prendre directement le contrôle de la société, c'est aux États-Unis selon le Chapter 11, au niveau du droit anglais, un examinateur est nommé pour trouver une solution au problème. Les deux côtés sont prêts à aller au litige jusqu'à ce que le juge américain engage des négociations. Pour ce, on fait appel à un petit avocat du Connecticut, qui n'était pas très connu à l'époque, mais qui avait le mérite d'avoir mis sur son site internet qu'il fallait réfléchir à la globalisation du droit des faillites. Les discussions prennent des journées, des nuits, jusqu'à arriver à un accord qui sera réutilisé après dans d'autres cas de faillite internationale, jusqu'à être proposé pour intégration dans les lois UNCITRAL. C'est pas évident, la technologie, c'est très compliqué. Donc, voilà nos avocats qui ont pris position aux quatre coins du monde et qui se mettent non seulement à organiser une forme de forum shopping, mais à se mettre à organiser du forum shopping de manière très importante, non pas seulement pour les grandes sociétés multinationales, mais pour tout un chacun, qui produisent des solutions juridiques tailor-made pour des problèmes qui sont rencontrés pour lesquels le droit international, public comme privé, ne donne pas nécessairement de solution satisfaisante. Et évidemment, en s'engageant dans ce processus de globalisation, les avocats vont augmenter significativement, pour une série de raisons, leurs honoraires, comme on peut le voir ici, avec des augmentations d'honoraires qui, entre 2007 et 2011, ont été chaque année en moyenne supérieures à 4%. Cette augmentation du prix du service juridique délivré par les avocats va conduire dans un système d'économie de marché où tout le monde cherche évidemment à réduire ses coûts, les clients à mettre les avocats en concurrence pour diminuer les coûts. Et cette mise en concurrence des cabinets a transformé le monde du droit, plus encore que par le passé, en un marché concurrentiel qui attire d'ailleurs de nouveaux concurrents comme les métiers du chiffre et de l'audit, qui tirent profit de leur internationalisation de longue date avec des structures comme Ernst & Young, qui comptent actuellement, rien que dans le secteur de tax and law, 29 118 personnes employées à travers le monde. Pour répondre à cette pression des clients, d'une part, et à ces nouveaux concurrents, les avocats vont tenter donc de diminuer leurs coûts, mais comment vont-ils procéder? Quelles stratégies vont-ils mettre en place? La première chose qu'ils vont faire, c'est d'optimiser une série de tâches au moyen de logiciels qui vont leur permettre de les automatiser. Ces logiciels permettent notamment, évidemment, la gestion des timesheets, la gestion des horaires, mais aussi la gestion de bases de données du cabinet, bases de données de plus en plus complètes,
qui apparaissent désormais comme une réelle valeur, puisque les contrats des cabinets peuvent être standardisés, voire pré-remplis sur la base d'une série de réponses données par le client. Les avocats n'ont dès lors plus qu'à négocier à la marge et peuvent, le cas échéant, réduire leurs coûts. Dans le cas de ces contrats standards, au contraire de ceux mentionnés par Pauline Begas préalablement, la raréfaction des clauses n'est pas aussi importante que dans le cadre de ces quelques contrats qui sont devenus réellement des contrats standards globaux uniques, mais la raréfaction des clauses opère également et normalise en quelque sorte les principaux termes des contrats usuels. Mais les cabinets vont aller beaucoup plus loin, ils vont s'inspirer, et pourquoi pas, de la logique de l'industrie de services. Certains cabinets se rendent en effet compte que le travail de l'avocat, qui était avant envisagé comme un acte, une action, un processus unique, peut être décomposé en une succession de tâches particulières, et donc organisé selon le principe de la division du travail au sein d'une chaîne globale d'approvisionnement, comme dans l'industrie. Cela peut être fait de plusieurs manières, notamment en sous-traitant certaines questions à des cabinets meilleurs marchés, mais aussi en développant des centres d'appui au sein d'un même réseau, comme l'a fait par exemple Allen & Overy, qui a ouvert un centre d'appui qu'on dit en near-sharing à Belfast, dans un bâtiment, que vous voyez là, dans un bâtiment tout de même nettement moins sexy que ces luxueux bureaux londoniens. Cette nouvelle organisation du travail peut également emprunter la logique de l'intérim et du leasing d'avocats qui connaît maintenant un certain développement et un certain succès en Grande-Bretagne, voire, de manière peut-être plus choquante, cette stratégie de division du travail peut avoir recours à des avocats dans des pays émergents de l'outsourcing. Le succès de l'outsourcing dans les pays émergents est actuellement très important, à tel point qu'on voit se développer spécialement en Inde un marché colossal, seulement pour les services juridiques, dont je parle ici, qui croît de plus de 25% chaque année. L'importance de la croissance du marché est d'ailleurs telle que certaines d'étudier le droit américain en lieu et place du droit indien pour pouvoir participer au développement de ce marché de l'outsourcing. Alors évidemment, avec ce type de pratique, c'est évidemment notre compréhension du travail de l'avocat qui évolue, en même temps que nous prenons une mesure plus concrète de la circulation des droits nationaux, voire de leur concurrence qui peut se jouer, en ce compris, sur d'autres territoires. Alors, à ces différentes stratégies pour réduire les coûts, pour diminuer les prix, les avocats vont ajouter une deuxième série d'éléments, c'est-à-dire une diversification des produits ou une diversification des services qu'ils proposent. Et dans un monde en proie au problème de la gestion du risque, sommés de répondre à une concurrence féroce, les avocats vont diversifier leurs produits pour rentrer sur le marché de la gestion du risque. Premièrement, à la frontière de l'éthique et du droit, les avocats vont désormais prendre en charge la création et la gestion des politiques de responsabilité sociale des entreprises transnationales, depuis la définition du contenu des codes de conduite jusqu'à la mise en place des mécanismes de contrôle et de mise en œuvre, en passant par la défense judiciaire et médiatique de la réputation de leurs clients en cas de crise. Certains cabinets, pris au hasard, comme Fasken Martineau, est un cabinet qui ne fait plus quasiment que de la responsabilité sociale des entreprises et qui se concentre essentiellement là-dessus, un champ qui pourtant nous apparaît essentiellement comme un domaine extérieur au droit. Certains cabinets se spécialisent plutôt dans la gestion des situations de crise et on a ainsi pu voir DLA Piper
mettre en place un service spécialisé qui s'appelle Rapid Response pour l'intervention d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre du crisis management, pour faire face à toute une série d'événements qui peuvent arriver, désastres industriels, la police qui frappe à la porte, bref, un service supplémentaire avec cette capacité de réaction à des crises. Alors, cette implication des avocats dans des domaines qui semblent ne pas être totalement internes au droit a été soulignée par le Conseil des barreaux européens qui soulignait dans un rapport de 2013 que la portée traditionnelle des conseils doit être étendue car les instruments non contraignants et les codes de conduite et stratégies volontaires ont tendance, comme indiqué ci-dessus, dans les exemples qu'il mentionnait, à être intégrés à des instruments plus contraignants ou du moins à des instruments qui peuvent avoir des effets juridiques. Autrement dit, le type de service et le type d'instrument ou le type de conseil que les avocats sont conduits à fournir sont de plus en plus importants. Ces instruments qualifiés de soft law ouvrent la voie, évidemment, à une palette très large de services, puisque les cabinets, dans le cadre de l'obtention de certificats de conformité, avec les normes techniques et les standards variés qui envahissent le paysage normatif contemporain, et concurrencent parfois même le bon vieux droit, comme nous l'étudions actuellement au Centre Perelman en collaboration avec le séminaire interdisciplinaire de Saint-Louis et le service de philosophie politique de l'Université de Liège. Dans le cadre de la gestion du risque, les avocats sont chargés de développer des règles et des procédures détaillées de compliance dans tous les domaines ou indirectement la vie des affaires, de réaliser de véritables audits juridiques, voire de collaborer avec des ingénieurs et des informaticiens à l'établissement de logiciels de management du risque juridique. Cette diversification des services et des métiers n'a quasiment pas de limite et attire forcément l'attention sur les formes et les mécanismes de contrôle qui tendent sinon à prévaloir, du moins à se généraliser dans nos sociétés complexes. Les choses vont toutefois plus loin encore, puisque en aval, les cabinets se trouvent amenés à prendre en charge le rôle de procureur privé pour le compte de leurs clients mis en cause dans des affaires de fraude ou de corruption. Au terme d'enquêtes internes, qui sont menées parfois sur les 5 continents, ils doivent ainsi établir, aux frais de leurs clients et en contrepartie de la reconnaissance de sa collaboration avec les autorités répressives, leur responsabilité dans la commission d'infractions pénales. Ainsi, pour prendre un exemple bien connu, en 2006, le cabinet américain de Bevoise et Plimpton a été engagé par le groupe Siemens afin de réaliser, durant plus d'1 an, une enquête interne et indépendante au coût exorbitant et menée sur les 5 continents afin de déterminer l'existence dans le chef de Siemens d'éventuelles infractions à la législation anticorruption américaine. Pour la conduite de ce type d'enquête, une pratique qui se généralise, puisque cette pratique des enquêtes internes se développe actuellement assez bien aussi en Europe, les avocats recrutent d'anciens juges et d'anciens procureurs. Ça, ouais, voilà, on ne voit pas bien. Voilà. Pas bien. Alors, recrutent d'anciens juges et d'anciens procureurs, ou encore d'anciens juges d'instruction, afin de s'associer les compétences utiles. Et très régulièrement, ils mentionnent sur leur site internet qu'ils bénéficient voyez, our team includes former federal prosecutors with investigative skills and courtroom saving. Ils mentionnent sur leur site internet, dans le cadre de leur publicité, le fait qu'ils s'associent à d'anciens juges ou d'anciens procureurs. Toutefois, la survie de certains cabinets passe parfois par une stratégie drastiquement opposée à celle de cette diversification des services, puisque certains cabinets s'engagent plutôt dans une logique de spécialisation sur certains marchés de niche, comme par exemple en Belgique le cabinet Anossio et Vandenberg,
cabinet de niche en matière d'arbitrage international qui fut notamment fondé par un ancien associé de Freshfields. D'autres vont pousser cette diversification de services juridiques à l'extrême. Et cette diversification n'a d'autres limites que celle de l'imagination. Un exemple de cette incroyable diversification des produits et services est par exemple l'investissement de certains cabinets d'affaires dans des marchés qui ne leur étaient pas coutumiers. Il en va ainsi de Latham & Watkins, qui ont négocié pour le compte des rebelles sud-soudanais la nouvelle constitution, ou du cabinet Pil-PG, qui propose des kits constitutionnels pour réformer les constitutions ou qui offre ses conseils en matière de réforme de la justice et qui est intervenu notamment en Irak, en Tunisie, j'en passe, et des meilleurs. Cette logique de la diversification se répercute forcément aussi à l'intérieur du cabinet. Le cabinet full service devient multidisciplinaire en comptant parmi ses actifs des informaticiens, des ingénieurs, des managers ou, comme nous l'avons déjà signalé, des anciens procureurs. Cette diversification, elle s'illustre également en matière de résolution des litiges, dans le cadre du développement des modes alternatifs de résolution des litiges, mais également des plateformes Internet de résolution des litiges en ligne qui sont désormais légion. Les exemples de ces résolutions des litiges en ligne démontrent l'imagination et l'inventivité déployées, mais aussi effrayent parfois. Alors, on trouve par exemple le Internet Arbitration, qui propose une gestion entièrement en ligne de l'arbitrage, ou, hein, c'est un exemple de ces sites, ou on trouve également des sites tels que Smart Settle, qui suit l'exemple de son prédécesseur, CyberSettle. Ce site a été mis au point par des avocats et propose un système de transaction à l'aveugle. C'est-à-dire que les parties n'ont qu'à entrer les sommes sur lesquelles elles sont prêtes à transiger et le site se chargera de les avertir quand les montants proposés permettront de faire un deal. Ça, c'est le deal. Le phénomène, s'il peut choquer, n'est pourtant pas marginal, puisque d'importants fournisseurs en ligne, comme eBay et PayPal, ont utilisé ces processus de résolution des différends en ligne pour résoudre plus de 60 millions de différends par an. Par ailleurs, CyberSettle a été utilisé par la ville de New York pour résoudre en une année 200 000 cas mettant en cause la ville. Donc on n'est pas en train de parler de modifications à la marge, il s'agit vraiment de phénomènes qui ont une ampleur très importante. Ces modes de résolution des litiges se développent selon une logique qui vise évidemment à mettre, on l'aura deviné, le juge entre parenthèses, parce qu'il est souvent jugé trop lent ou trop onéreux. Parallèlement à cela, les avocats sont amenés, peut-être plus classiquement en un sens, mais de plus en plus régulièrement, lorsque la voie privilégiée de la transaction n'aboutit pas, à prendre en charge pleinement la fonction de juger. Le recours croissant à l'arbitrage ou à des mécanismes alternatifs de règlement des différends, comme le Dispute Review Board, fait en effet la part belle aux avocats. Ils sont ainsi propulsés aux avant-postes d'une justice déconnectée, parfois concurrente, de celle des juridictions nationales. Certains, comme Emmanuel Gaillard, qui viendra parler ici, en mars, évoquent même dans ce cas la formation d'un ordre global arbitral autonome. Lorsque les litiges devant les juridictions ne sont vraiment pas évitables, d'autres solutions financièrement intéressantes viennent utilement compléter toutefois les ressources des cabinets. Ceux-ci peuvent en effet être financés par des tiers, en particulier des fonds d'investissement qui se payeront sur les dommages. Avec le financement par les tiers, le litige lui-même se monétise et devient un produit négociable qui pourra être utilisé dans des transactions et des montages financiers. Certains fonds d'investissement utilisent même les litiges comme des garanties. Ce recours au third-party funding prend de l'ampleur et il ne faudrait pas croire qu'il est limité
loin de là, au monde anglo-américain. Il se développe également tout près de chez nous, puisqu'en France, on a vu la création, en 2013, du premier fonds d'investissement dans le contentieux. Il s'agit d'Alter Litigation, créé évidemment par un avocat ayant maintenant rendu sa toche. Ok, super. Cette concurrence acharnée dont parlait Grégory Lepkovitch s'inscrit dans un contexte où les autorités de la concurrence, tant nationales qu'internationales, font tout ce qu'ils peuvent pour libéraliser la profession d'avocat. Cette dérégulation est voulue par différentes organisations, dont l'OCDE, qui constate, je cite, que la réglementation et l'autoréglementation semblent parfois servir essentiellement les intérêts privés de la profession, plutôt que les intérêts plus généraux des consommateurs. Et que, je cite toujours, même si l'autoréglementation permet que des normes de qualité soient énoncées par des professionnels susceptibles d'être mieux informés que des autorités qui ne sont pas expertes en la matière, le préjudice causé par les restrictions anticoncurrentielles potentielles peuvent l'emporter sur cet avantage. Cette dérégulation est aussi portée par la Commission européenne dans le cadre plus général de la lutte pour la dérégulation des professions. De libéralisation conduit à la mise en place d'exercices de benchmarking pour déterminer quelles professions et sur quel marché national les professions sont encore trop régulées et doivent être davantage libéralisées. Ces instances internationales de la concurrence vont être rejointes dans leur lutte par les instances de la concurrence, qui vont aussi jouer un rôle important dans le processus de libéralisation conduisant à l'effondrement des barrières régulatoires. Cet effondrement permet la création de nouveaux véhicules, répondant par ailleurs aux besoins de financement des cabinets sur le marché global concurrentiel que nous avons décrit en début de séance. C'est dans ce contexte qu'on doit comprendre le Legal Service Act en Angleterre en 2007. Ce dernier a été poussé par l'autorité anglaise de la concurrence et autorise la mise en place de cabinets d'avocats multidisciplinaires, les fameuses Alternative Business Structures ou ABS. Ces structures permettent la détention du capital du cabinet d'avocats par une majorité de non-avocats moyennant l'obtention d'une licence. Les régulations anglaises se rapprochent donc des régulations australiennes qui, en permettant aux avocats d'avoir recours aux structures de droit commun, de droit des sociétés australiens, a permis à certains cabinets d'avocats d'être cotés en bourse. La première cotation a lieu le 21 mai 2007 par Slater & Gordon, 35 millions de dollars australiens, chaque action valant $1. Le succès fut tel qu'après la première journée de cotation, l'action a augmenté de 40% et que la société a fait énormément de profits, comme l'illustre le graphique ici. Cette dérégulation renforce encore la concurrence et la diversification des services. Parce qu'en fait, en dérégulant, on ouvre le marché des services juridiques à d'autres acteurs qui, en fait, n'étaient pas traditionnellement implantés sur le marché des services juridiques. Ces nouveaux acteurs entendent appliquer les recettes qu'ils ont fait dans d'autres secteurs pour se positionner sur ce marché du droit et faire descendre cette logique du fournisseur de services, du B2B, donc de l'offre de services au business, à un commerce de détail, donc en offrant des services aux particuliers. On voit ainsi apparaître des supermarchés du droit, comme Cooperative Legal Services, qui a obtenu une licence ABS sous le Legal Service Act dont je parlais tout à l'heure. Cooperative Legal Services est détenu par ce groupe offre des services divers en matière de life planning et est à présent présent dans plus de 3000 magasins et pharmacies au Royaume-Uni, ainsi que dans plus de 1000 agences bancaires. Cooperative Legal Services offre en fait des services juridiques aux consommateurs pour...
Bon, alors, il y avait une vidéo, mais elle ne fonctionne pas. Donc, Cooperative Legal Services propose donc aux consommateurs de les épauler à chaque instant de leur vie en leur offrant des services juridiques relatifs à la succession, aux transactions immobilières ou à la responsabilité civile, en leur offrant un prix fixe permettant aux clients d'avoir un certain contrôle de leurs dépenses légales. Mais les innovations permises par la dérégulation ne s'arrêtent pas là. Ok. On demande à un expert informaticien dans la salle. Bon, on va continuer. Et donc, comme je disais, les innovations permises par la dérégulation ne s'arrêtent pas là. Grâce aux ABS, des services juridiques internes de certaines sociétés vont en fait sortir du côté interne pour rentrer dans le marché de la concurrence. C'est notamment le cas de BT Claims, qui était le service juridique interne de British Telecom et qui s'occupait des réclamations en matière d'accidents de voiture pour les véhicules de sociétés de British Telecom et qui va en fait demander une licence ABS afin d'offrir ces services de réclamation en matière d'accident de voiture en dehors de la société. L'exemple est vraiment intéressant parce qu'il illustre la possibilité de créer des structures innovatrices afin de faire d'un département légal qui représente en fait des coûts pour la société, un département qui est générateur de profits pour la société. Il faut à cet égard remarquer que cette source de profit n'a pas échappé aux autorités publiques. Certaines autorités locales publiques en Angleterre ayant joint leurs forces pour demander une licence ABS afin d'offrir des services juridiques à l'extérieur de leurs services aux particuliers. Le fait de prendre des services aux particuliers peut aussi prendre d'autres formes, comme le modèle qui est promu par l'Agence des nouveaux avocats en France, qui a, elle, décidé de s'adresser aux particuliers sous une façon un petit peu plus originelle, ou encore plus originelle, en développant des agences sur le pas de rue, sur le modèle de l'agence de voyage, en affichant, comme on a dans les agences de voyage, à l'avance les prix. D'autres fournisseurs de services s'adonnent à cœur joie dans cette guerre des prix et deviennent de véritables braconniers du droit, pour reprendre les termes de leurs détracteurs, en offrant des services juridiques en ligne sur le modus operandi du do-it-yourself. Cette formule type IKEA consiste à offrir des services juridiques à aménager, à modifier par l'acheteur, ce qui permet de proposer des prix imbattables. La société maître en la matière est Rocket Lawyer. Rocket Lawyers, un site internet développé grâce aux investissements importants de Google, qui propose des solutions juridiques et des contrats standards en ligne qui peuvent être modifiés à la guise du client, moyennant un certain prix, et, le cas échéant, révisés par un avocat professionnel. Rocket Lawyer a augmenté ses revenus annuels de 1 million de dollars en 2008 à 20 millions en 2011, période durant laquelle le site recevait plus de 70 000 visites journalières. Le site prétend avoir déjà aidé plus de 20 millions de personnes à résoudre ou à organiser leurs relations juridiques et se classe 72e dans le top 500 des sociétés américaines au taux de croissance le plus rapide en 2012. Le succès du site lui permet d'offrir, outre ses produits standards, un service plus personnalisé permettant un accès rapide et bon marché à des professionnels du droit selon une logique d'abonnement ou de package. Je vais quand même essayer une dernière chose parce que je voudrais vraiment
y arriver. Comment on fait ça? Je suis en face, hein. Ça efface. Maintenant j'insère. Vidéo. Partie d'un fichier vidéo. Formidable. Et là je vais dans Avocat. Là. Rocket Lawyer. Insérer. Comme ça va marcher. Je pense qu'on a trouvé une solution. C'est où? C'est là? Once you decide to launch and grow. Non. Non. Ah, je dois venir fichier, diaporama, comment est-ce qu'on lance? Il est en mode plein écran. Ok, et maintenant? Diaporama, voilà. Voilà. Je vais quand même pouvoir vous en montrer une. C'est donc Rocket Lawyer, excusez-nous. Once you decide to launch and grow a business, the countdown begins. A lot needs to be done before your business can take off. You might need to incorporate, or create contracts, or an estate plan to protect your family. And that can be overwhelming. Introducing Rocket Lawyer, where it's easy and affordable to incorporate, make your own legal documents, and connect with a lawyer. To get started, just answer a few simple questions. Rocket Lawyer guides you step by step. You can share and e-sign your documents, or print them if you prefer. At Rocket Lawyer, attorneys are available to review your documents or answer quick questions at no extra cost. And if you ever need legal representation, Rocket Lawyer can save you thousands of dollars with special pre-negotiated rates with lawyers in your area. The law doesn't have to be complex or costly. Let Rocket Lawyer help you take care of your legal matters so you can focus on what really matters. Click here to start your free trial. Voilà, comme ça vous aurez vu de manière très concrète le fonctionnement de ce cabinet un peu particulier qui est Rocket Lawyers. Mais cette logique de fournir des produits juridiques ou des conseils juridiques standardisés via l'Internet ne se limite pas à ce genre de cabinet. Il peut être aussi donner lieu à la création de sites Internet destinés à certains actes bien particuliers ou à certaines actions bien particulières, spécialement en matière de divorce. Le site Divorce Online, qui pour un co.uk, vous permet, en rentrant chez vous, si l'idée vous vient à l'esprit, de demander le divorce, et vous pouvez évidemment choisir entre plusieurs gammes de produits, le Do-It-Yourself Divorce à 69 livres, le Managed Divorce pour 189 livres et le Clean Break Divorce pour 299 livres. Chacun de ces produits, qui sont évidemment standardisés, vous permettent de faire un divorce en travaillant quand même un petit peu sur les documents ou bien de déléguer la totalité à distance à un avocat qui réalisera l'ensemble des, ou un avocat ou éventuellement en Inde d'ailleurs, qui réalisera pour vous l'ensemble des démarches utiles. Alors ce type de produit apparaît aujourd'hui en Belgique, puisque certains sites proposent déjà, vous voyez qu'ils sont moins avancés, mais certains sites proposent déjà, du moins si c'est par consentement mutuel, de divorcer en toute simplicité via des sites Internet. Alors, pour quand même donner une idée, le site Divorce Online a conduit depuis 1999 à la conclusion de plus de 100 000 divorces en ligne, ce qui est quand même un résultat rare, puisqu'il existe de nombreux sites qui proposent ce type de service en Grande-Bretagne. Logique d'ensemble que nous avons essayé de vous présenter a évidemment des répercussions sur le fonctionnement des cabinets, qui se trouvent confrontés à des contraintes business dont ils étaient jusqu'il y a peu exemptés. Les cabinets sont de plus en plus poussés à s'inscrire dans une logique publicitaire et de démarchage. En Belgique, un règlement de l'Ordre des barreaux francophones
et germanophone du 23 mars 2013 a supprimé, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'interdiction adressée aux avocats de poser des actes de démarchage. Cela a conduit l'ordre à repenser ses règles en matière de publicité pour les rendre plus maniables. Cette publicité, elle est importante pour attirer des clients sur un marché hyper concurrentiel. La tension entre le marché concurrentiel et les valeurs de probité et de discrétion propres à la profession atteint en Belgique à travers cet exemple de la publicité son paroxysme. Dans le monde anglo-saxon, et en particulier aux États-Unis, cette tension semble dépasser depuis un certain temps. Il semble à cet égard que les avocats d'outre-Atlantique ne sachent plus où donner de la tête pour faire venir le client, s'osant parfois à des affiches publicitaires de goût douteux, mettant à mal l'image de la profession. Son image, l'avocat l'affectionne pourtant fortement, c'est qu'il faut bien plaire, assurer sa respectabilité, sa réputation, pour conserver une clientèle ayant tendance à ne plus vouloir se fidéliser. Les cabinets investissent ainsi dans leur marque, symbole de qualité, afin d'avoir accès à certains marchés, comme celui des emprunts d'État, ou tout simplement de justifier leur prix. Les cabinets opérant sur un marché concurrentiel rationalisent et rendent également plus efficace leur gestion interne en utilisant les principes du nouveau management. Ils imposent en leur sein une routinisation ou une informatisation du fonctionnement, passant de l'encodage des timesheets au classement des dossiers. Et pour les guider dans cette voie, les cabinets peuvent compter sur les modèles de management utilisés dans d'autres secteurs, comme celui développé par Six Sigma, afin d'améliorer le fonctionnement des manufactures par un processus d'identification des erreurs. C'est dans ce cadre que se comprend la démarche du cabinet Seyfarth Shaw LLP, qui a implémenté en son sein un nouveau modèle de management, le Seyfarth Lean, inspiré du modèle développé par Six Sigma et du Lean Management de Toyota. La volonté de rationaliser le fonctionnement du cabinet, de régler certains problèmes d'interopérabilité entre les cabinets lorsque un même cabinet possède plusieurs implantations, conduit ou de se protéger, l'objectif de se protéger de certains risques juridiques, conduit certains cabinets internationaux à créer alors des codes relatifs au fonctionnement interne des cabinets, couvrant des questions allant du contrôle des conflits d'intérêts à la facturation des clients, jusqu'aux lignes directrices en matière de partage des documents au sein même du cabinet. Et afin de régler des problèmes similaires, d'autres cabinets font plutôt usage de standards internationaux de qualité, comme les normes ISO 9000, qui font leur entrée dans le monde juridique. Ce standard de qualité développé par l'Organisation internationale de la standardisation vise à définir, établir et maintenir une assurance de qualité dans la fourniture de services ou de biens. Le processus n'est pas neutre, évidemment, car en établissant un standard, on définit forcément les critères de qualité de management, critères qui influencent directement la prestation de service. En Belgique, le cabinet namurois Legalex se présente comme un des pionniers dans l'utilisation de la norme technique ISO 9001. Cet usage des normes techniques peut, le cas échéant, être d'ailleurs récupéré par le régulateur. Ainsi, en Australie, dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, premier État à avoir fait tomber à peu près toutes les barrières régulatoires qui encadraient la profession d'avocat en Australie, dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, la société de standardisation SAI Global, que ceux qui sont intéressés par la responsabilité sociale de l'entreprise connaissent déjà pour sa norme SA 8000, eh bien, cette société a mis au point, avec la Law Society de la Nouvelle-Galles du Sud et le College of Law, un standard de qualité tout à fait spécifique pour les avocats. Ils n'ont pas été nécessairement tout à fait original dans le nom. Il s'agit de Law 9000. Law 9000, Legal Best Practice, ce système normatif, ou ce système de management, de contrôle de la qualité Law 9000,
s'appuie sur le fonctionnement de l'ISO 9001, mais développe un certain nombre d'éléments plus spécifiques destinés aux avocats et garantit, au terme de contrôles qui sont réalisés sur le site des cabinets, garantit un certain niveau de qualité des prestations. Alors forcément, dans un environnement propice à la dérégulation, comme c'est le cas en Australie, ce type de standard de qualité vient en quelque sorte supplanter les règles de déontologie, puisque les règles de déontologie ont été, pour l'essentiel, intégrées directement dans la norme de qualité l'O 9000. Les règles de déontologie quelque part se diffusant alors dans de nouveaux instruments. Alors, il ne faut pas croire que ceux-ci sont de nouveau des développements qui sont purement des développements qui concernent l'étranger, puisque très récemment, lors de Van Vlaamse-Balies, a lancé un projet visant à mettre en place une norme de qualité à destination des membres du Vlaamse-Balies, de l'ordre des Vlaamse-Balies. Et donc, c'est une évolution qui, bien sûr, apparaît de manière beaucoup moins frontale, de manière beaucoup moins importante dans notre Belgique, mais qui finissent tout de même par se faufiler et par modifier la profession de l'avocat telle qu'elle se pratique chez nous. La qualité peut évidemment parfois prendre d'autres teintes que celle du management efficace, et elle peut s'exprimer aussi par le respect de certains principes de responsabilité sociale, puisqu'à partir du moment où le cabinet d'avocats est une entreprise qui preste des services comme toutes les autres entreprises, il n'y a pas de raison que le cabinet échappe à ce mouvement de la responsabilité sociale des entreprises. On voit donc apparaître la pratique de la responsabilité sociale de l'avocat, qui est développée pour au moins deux raisons. La première, simplement parce qu'en tant qu'entreprise, un cabinet d'avocats a un intérêt éventuellement à développer une politique de RSE, voire y est obligé, mais aussi parce que, et c'est à nouveau le Conseil des barreaux européens qui le signale, a intérêt à disposer d'une politique en matière sans quoi le cabinet risque de se voir imposer par les entreprises ou les sociétés pour lesquelles il travaille la politique de responsabilité sociale de l'entreprise des autres, de ses clients en réalité, puisque les clients font partie de l'ensemble des parties prenantes qui sont intégrées dans les approches de responsabilité sociale des entreprises qu'on voit se développer actuellement. Alors, je pense que c'est bien. C'est trop bien. Voilà. C'est un apprentissage. Vous l'aurez compris, la profession d'avocat change. La somme de toutes les évolutions qu'on aura étudiées cet après-midi montre bien que l'image d'Épinal de l'avocat pénaliste en toge est un petit peu changée. Il y a en soi une véritable révolution industrielle dans le monde du droit. Ces transformations, il faut évidemment les étudier et essayer de les comprendre, non pas pour les endosser, parce que certaines, on doit l'avouer, sont quand même un petit peu cauchemardesques, mais posent aussi évidemment certaines questions que nous ne nions pas, notamment en matière de déontologie, en matière d'indépendance de l'avocat, problèmes qui ont fait l'objet d'une littérature abondante, notamment sur les conflits entre les juridictions, la nécessité de repenser la déontologie ou encore le besoin de faire des standards internationaux de déontologie au vu de la globalisation du marché du droit. Mais cette transformation nous interroge aussi ici dans une faculté de droit où on enseigne le droit, tout comme dans d'autres facultés de droit, comme à l'Université Saint-Louis ou le séminaire interne d'études interdisciplinaires, consacre un cycle de réflexion là-dessus, sur l'enseignement du droit au vu de ces évolutions.
à l'heure où les Global Law Programs se développent et prolifèrent, et que la connaissance générale du droit n'est en fait plus le premier critère en termes de recrutement pour les cabinets aux États-Unis, il est évidemment temps de s'interroger sur l'avenir du droit et de la profession. Mais alors, au-delà, pour clôturer, mais au-delà alors de ces transformations de la profession elle-même, que chacun jugera si elle est souhaitable ou non, on voit tout de même qu'à travers cette transformation de la profession, l'avocat se trouve un peu à toutes les places et à toutes les positions. C'est-à-dire que à la fois, il est celui qui va établir, dans un certain nombre de cas, les normes globales, les contrats standards, voire parfois les constitutions standardisées pour certains États en développement. Il est aussi celui qui est responsable de la mise en œuvre et du contrôle de règles, non seulement les règles qui sont imposées par le législateur lorsqu'il s'engage dans des travaux dans la mise en place de systèmes de compliance, mais aussi de règles et d'obligations découlant de standards ou de normes techniques les plus diverses. De même, l'avocat est amené à gérer, soit sous la forme de mécanismes de systèmes de transactions automatisés, soit en prenant lui-même la fonction de juger en tant qu'arbitre, eh bien, l'avocat est amené à trancher ou à résoudre les litiges. Autrement dit, les trois éléments essentiels de tout système normatif, la définition des normes, leur mise en œuvre et la sanction de leur respect, l'avocat se trouve aujourd'hui, dans la diversité des services qu'il réalise, au cœur des évolutions du droit, et peut-être que la raison pour laquelle il se trouve dans cette position est que dans un certain nombre de domaines, notre bon vieux droit ne trouve plus à satisfaire soit les désirs des clients, soit plus généralement leurs besoins. Et pour revenir à cette proposition d'Oliver Wendell Holmes que je mentionnais en tout début de mon exposé, si dans la jungle normative mondiale, on regardait aujourd'hui, comme le suggérait Oliver Wendell Holmes, on regardait le droit et qu'on essayait de savoir ce que l'avocat observe quand il observe le droit, est-ce que la figure qu'il verrait serait toujours celle du juge, ou est-ce que peut-être nous aurions, en regardant ce que regarde l'avocat, l'impression étrange de regarder le reflet de l'avocat dans le miroir. Autrement dit, est-ce que la transformation de l'avocat en un prestataire de service comme un autre ne transforme pas aussi le droit en un produit comme un autre, produit éventuellement par l'avocat lui-même, et ne devons-nous pas suivre dans le détail la pratique des avocats pour comprendre les transformations du droit contemporain? C'est en tout cas en partie le pari de ce cycle de conférences, avec cette idée derrière que si le 19e siècle a été en philosophie du droit l'âge du législateur et le 20e celui du juge, peut-être le 21e sera celui de l'avocat. Je vous remercie. Merci beaucoup à Grégory Lefkovitch et Pauline Begas. J'ai l'impression, pour vous, en tous les cas c'était le cas pour moi, qu'il y a beaucoup d'informations, mais évidemment il s'agit là d'une séance, vous n'avez pas besoin d'un micro parce que là on n'enregistre pas une discussion, donc on peut parler librement.